Bonjour à tous, bienvenue dans le Fenech Security Talk. Georges Fenech, bonjour. Bonjour Alexandre. Ravi d'être avec vous. Le thème de cette émission, qui veut la peau de la PJ, de la police judiciaire? Notre invité va nous aider à y voir plus clair sur cette réforme qui fait l'unanimité contre elle, puisque magistrats, policiers et avocats sont contre. Roger Marion, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau, sur Radio Sécurité. Grand flic, comme les médias aiment à le dire. Vous avez été commissaire divisionnaire à la tête de la division criminelle et de répression du banditisme au SRPJ de Marseille, c'est bien ça. Puis chef de la division nationale antiterroriste, inspecteur général des services actifs de la police nationale, directeur central adjoint de la police judiciaire, chargé des affaires criminelles, puis préfet délégué pour la sécurité et la défense, préfet hors cadre et chargé de mission à l'inspection générale de l'administration. Aujourd'hui, vous êtes préfet hors cadre. Non, honoraire. Honoraire, pardon, c'est quoi la différence d'ailleurs? Ah, c'est-à-dire qu'on m'a attribué l'honorariat. Très bien. Alors, Georges, c'est l'expertise, l'expérience qui fait. Mais moi aussi, je suis honoraire. Hein. C'est vrai? Voilà. Très bien. Député honoraire. Bon, vous me ferez connaître vos honoraires. Georges, est-ce qu'on peut poser les faits, justement, de cette réforme qui fait tant parler? Écoutez, je pense, Roger, que cette réforme, comme l'a rappelé Alexandre, si elle fait l'unanimité contre elle, et on peut ajouter aussi que les hautes autorités judiciaires, la conférence des procureurs généraux, n'est-ce pas, qui a émis toutes ces critiques, et récemment encore le Conseil supérieur de la magistrature, qui vient de rendre un avis, c'est la première fois que le CSM émet un avis sur un sujet, et qui dit c'est une atteinte à l'indépendance de la justice. Donc, qu'est-ce qui se passe, cher Roger Marion? Vous êtes, on peut dire, une légende de la police judiciaire. C'est vous, notamment, qui avez fait la traque d'Yvan Colonna, on se souvient, l'assassinat du préfet Rignac. S'il y a quelqu'un qui est bien placé pour parler de la PJ, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que il y ait cette volonté de défaire cette filière d'excellence de l'investigation et on le voit bien qui fait l'unanimité contre elle. Alors écoutez, vous avez rappelé un peu mon cursus professionnel. Il faut dire que moi j'ai commencé comme officier de police adjoint et que à l'époque, pour être officier de police judiciaire, on accédait à la qualité d'officier de police judiciaire par voie de concours. Déjà. Donc j'ai fait toute ma carrière, 32 ans en police judiciaire, où j'ai suivi le cursus que vous venez de rappeler, et j'ai exercé essentiellement dans les SRPJ de province. Toulouse, Marseille, Bordeaux. Toulouse, Marseille, Bordeaux. Et donc, je suis arrivé à Paris à la DCPJ en 1990. Mais par rapport, justement, si j'ai été appelé à la DCPJ, c'est par rapport aux affaires que j'avais traitées quand j'étais en province. Les affaires que j'ai traitées en tant qu'OPJ, c'était toujours en contact direct, en rapport direct avec l'autorité judiciaire, c'est-à-dire avec les magistrats du parquet ou avec les magistrats de l'instruction. Pourquoi? Parce que la police judiciaire, il y a deux mots, il y a police et justice. Donc la police judiciaire, c'est un couple au sens mécanique du terme. Il faut que les quatre roues avancent en même temps. Et à partir de ce moment-là, disons, l'institution ne peut pas s'embourber. N'est-ce pas? Voilà. Et donc, cette spécificité de la police judiciaire, c'est quoi? C'est d'abord, au niveau du recrutement, ce sont des recrutements avec des épreuves de droit. Parce que pour être un bon officier de police judiciaire, il faut avoir des connaissances juridiques, de droit pénal général, de droit pénal spécial et de procédure pénale. Et qu'on réactualise régulièrement, bien sûr. Et bien sûr, à réactualiser, et tout ça, bien sûr, parce que les parquets avaient l'initiative d'organiser des réunions, des rencontres ou des réunions de formation vis-à-vis des OPJ au fur et à mesure où il y avait des évolutions législatives concernant la procédure pénale. Donc formé en droit. Donc, déjà, il faut une formation. Or, les concours de recrutement aujourd'hui dans la police nationale, vous n'avez plus d'épreuves de droit. Bon, déjà. Deuxièmement, il y a une réforme qui a été, disons, malheureusement, qui a été à l'inverse de
de ce que nous venons d'exposer, c'est la réforme corps et carrière de la police nationale. Indépendamment des problèmes de formation, c'est des problèmes de compétences de l'encadrement. C'est-à-dire que vous aviez un corps qui constituait vraiment le fer de lance de la police nationale dans son entier, c'était le corps des commissaires de police. Vous aviez des recrutements à l'époque de 100 ou 110 au maximum commissaires de police par an, avec une école de formation où il y avait justement, où il y a eu par la suite une parité, si j'ose dire, avec la faculté de droit de Lyon, puisque Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, c'est à côté de Lyon. Et donc, il y avait ce corps des commissaires qui tenait la police. Donc, et ensuite, vous aviez le corps des inspecteurs dans l'investigation ou des officiers dans l'ordre public. Et cette réforme corps et carrière, elle a diminué le corps des commissaires de police au niveau du recrutement et de l'encadrement, pour en faire non pas un corps opérationnel dans la filière investigation, mais un corps, disons, dit de conception et de direction. Mais pour qu'on comprenne bien, j'entends bien Roger, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien ce qui est en train de se passer, c'est que nous avons, dans chaque département, il y a 4, en fait, directions. La direction du renseignement, la direction de la police aérienne et frontière, la direction de la sûreté urbaine et la direction de la police judiciaire. Voyez-vous ? Et ce que va faire cette réforme, elle va fondre tout ça sous l'autorité du directeur départemental de la police nationale, sous l'autorité du préfet, sous l'autorité du ministre. D'accord. Ça veut dire, si je prends un exemple pour qu'on comprenne bien, ça veut dire, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que l'officier de police judiciaire qui habituellement ne faisait que de l'investigation criminelle, banditisme, financière, terrorisme, etc., il peut être appelé par le directeur de la police nationale en disant ben, « vous allez aussi faire de l'ordre public demain parce qu'on a besoin de vous ». Donc il va lâcher ses investigations. D'accord. C'est un peu comme si un cardiologue, un chirurgien cardiologue, on lui demandait ben, maintenant il faut aller faire de la médecine générale parce qu'on a besoin sur le terrain. Il va abandonner sa filière d'excellence. C'est ça. Et donc, on va détruire cette filière d'excellence. C'est un peu ça. Mais Georges, c'est tout simple. Cette réforme, c'est celle que nous avons refusée, la DCPJ. C'est celle que nous avons refusée en 92, en 1992, où à l'époque, il y avait le directeur central de la police judiciaire, Jacques Gential, qui a dit, mais la police judiciaire, parce qu'il y avait déjà des expériences de départementalisation, il y avait déjà un directeur de la police territoriale qui avait été nommé au ministère de l'Intérieur avec un adjoint, n'est-ce pas? Et Jacques Gential, directeur central de la police judiciaire, a refusé la mise en place de cette réforme, eu égard à son autorité qu'il avait dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il a dit, nous, PJ, on est placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire et sous la direction de l'autorité judiciaire. Donc on ne peut pas aller sous l'autorité d'un directeur départemental. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La police judiciaire, depuis, Charles Pasqua est arrivé au ministère de l'Intérieur en 86 et il a dit stop à cette réforme. Et aujourd'hui, on veut reprendre cette réforme qui a échoué. Mais simultanément, moi, j'étais à Marseille à l'époque. Et à Marseille, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a fait la réforme inverse de ce que vous voulez faire aujourd'hui. À savoir qu'il y avait des problèmes de lutte, de grand banditisme, de criminalité organisée dans le sud-est de la France, n'est-ce pas? Donc, Pierre Jox, ministre de l'Intérieur, avait déjà commencé à mettre un peu d'ordre dans la maison. Charles Pasqua et Robert Pandreau sont arrivés et on a mis en place, sur la base du rapport de Marcel Leclerc, qui venait de la préfecture de police de Paris, on a mis en place, c'est la fonction que j'occupais, la fusion entre, c'est la sûreté urbaine de la sécurité publique de Marseille qui a fusionné avec la PJ. Mais il y a eu en apport les moyens en véhicules et les moyens financiers, et il y a eu les moyens. Et donc, cette réforme, avec un protocole qui a été passé avec le parquet, a été une réforme de ce que vous qualifiez une réforme de l'excellence. Et cette réforme, elle aurait dû être imposée
disons, dans toutes les agglomérations, parce que le déficit aujourd'hui, par rapport aux citoyens et à la lutte contre la criminalité organisée, c'est que l'autorité judiciaire va être démunie. Elle ne va plus avoir d'outils pour travailler. C'est pour ça que, d'un mot, ce que je voulais dire, le sentiment que peuvent avoir les magistrats, et j'en étais un, pas si longtemps que ça, c'est que la maîtrise, la direction de l'enquête de la police judiciaire qui travaille pour le juge, elle ne sera plus forcément sous l'autorité du juge, mais elle va être sous l'autorité du directeur départemental de la police nationale. Eh oui. Donc il y a c'est ce qu'a dit le Conseil supérieur de magistrature, un risque d'atteinte à l'indépendance de la justice. Mais c'est évident. C'est évident, d'autant que si j'en reviens à cette réforme corps et carrière, ou diminution du corps des commissaires de police, diminution du corps des officiers de police, dont on a fait un corps de commandement. Et donc, on a attribué la qualité, j'étais à la Commission nationale des OPJ, on a attribué la qualité d'officier de police judiciaire à des gradés et gardiens de la paix, qui n'ont, j'y reviens, aucune formation juridique. Roger Marc. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que ces gens-là, brigadiers, gardiens de la paix, sont directeurs d'enquête. Et ils traitent avec qui? Et sans aucune connaissance juridique, sans aucune, ils traitent avec un substitut du procureur de la République qui est docteur en droit. Roger donc Marion, voyez un peu la différence. Les yeux dans les yeux, sans langue de bois. Pourquoi cette réforme? Quel est l'objectif? Pourquoi vouloir cette réforme de la part du gouvernement? L'objectif, c'est de tuer la police judiciaire. C'est de Carrément. Carrément. Parce qu'il y a un déficit de résultats en matière de petite et moyenne délinquance. Voilà. Parce que quand on vous donne des statistiques, mettons, si on prend l'exemple de Marseille, où j'ai vu malheureusement, après le départ d'Yves Varela, qui est honteux, je veux dire, je l'ai recruté, Yves Varela, qui a été sanctionné par qui a été sanctionné. Oui, mais... Varela, je l'ai recruté dans la réforme de police judiciaire, il est venu à Marseille, à la brigade criminelle dans la réforme de 1987, n'est-ce pas? Bien. Donc, on va tuer la police. Pourquoi? Parce que au travers du fait qu'on va supprimer l'outil à disposition de l'autorité judiciaire, ce qui est contraire à tous les textes. Mais pourquoi vouloir tuer la police? Mais pourquoi? Parce qu'il y a un déficit de résultats, un manque de résultats. Sur la petite criminalité. Voilà. Sur la petite et la moyenne délinquance. Donc on veut concentrer les efforts mais on veut utiliser sur la petite délinquance. On veut utiliser l'expérience. On veut employer l'expérience, les effectifs, la connaissance de la procédure pénale, du corps des officiers, parce qu'en police judiciaire, vous avez beaucoup plus d'officiers, d'anciennement inspecteurs, vous avez beaucoup plus d'officiers que de gradés gardiens de la paix. Mais parce qu'au fond, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la police judiciaire, la cantonner au département, ça n'a pas de sens. Parce que les juges d'instruction qui saisissent la police judiciaire, ils leur délivrent l'article 18, alinéa 4 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire. Donc les maintenir sous l'autorité d'un directeur départemental, ça n'a pas de sens. Puis comment imaginer, comment envisager qu'une police judiciaire, qui a toujours été une structure régionale, calquée sur les cours d'appel. Absolument. Et la compétence des SRPJ a toujours été calquée quand il y avait des réformes au niveau des ressorts des cours d'appel. Donc calquée sur les cours d'appel. Comment voulez-vous imaginer aujourd'hui qu'un service qui est régional et qui est devenu interrégional devienne un service départemental? Je veux dire, c'est une baisse de niveau. Une baisse de niveau qui est incompréhensible, d'autant que l'autorité judiciaire, dans la lutte contre la criminalité organisée, a institué les juridictions interrégionales spécialisées. Les GIRS. Les GIRS. Donc aujourd'hui, si vous ne maintenez pas une structure interrégionale, voire zonale, puisque dans l'organisation du ministère de l'Intérieur, vous avez un préfet de zone. De zone, oui. N'est-ce pas? Donc...
Et la direction interrégionale de police judiciaire qui existe aujourd'hui est calquée sur une zone de défense, à peu près. Voyez. Donc, si vous rabaissez des structures régionales, voire interrégionales au niveau du département, vous supprimez l'outil à l'autorité judiciaire, vous supprimez l'outil en ce qui concerne les juridictions interrégionales spécialisées et l'outil en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée. Or, quand on voit ce qui se passe en Belgique, n'est-ce pas, aujourd'hui, ou aux Pays-Bas, n'est-ce pas, avec les gros trafiquants de stupes et autres, on a lutté à l'époque contre la French Connection. Enfin, je ne vois pas un service départemental de police judiciaire lutter aujourd'hui en relation avec la DEA des Américains, avec le DEA américain, lutter contre les trafics de stupes. Non, mais attendez, on rêve là. Je voulais savoir, il y a, me semble-t-il, des expérimentations quand même depuis le temps qui ont été faites pour voir s'il y avait déjà des résultats. Il me semble que le procureur général près de la Cour de cassation, François Molins, a indiqué qu'il y avait effectivement des expérimentations de ce projet de réforme, mais qui semble donner raison aux magistrats. Je le cite, les résultats demeurent très mitigés au regard des informations qui nous remontent du terrain, à tel point qu'une mission d'évaluation a été diligentée. Et d'ailleurs, j'ajoute que cette réforme a déjà pris un peu de plomb dans l'aile, puisque le ministre a annoncé qu'il a finalement désigné les inspections, inspection générale, administration, etc., qui doivent lui remettre un rapport à la fin de l'année. Qui plus est, il y a le Sénat et l'Assemblée nationale qui ont ordonné des missions d'information sur ces questions. Donc, tout est entre parenthèses en ce moment. On voit qu'il y a un rétropédalage parce que cette réforme, elle n'a ni queue ni tête, quoi. Elle n'en est que ni tête, et ce qui est incompréhensible, c'est que ce sont les tenants, c'est-à-dire des gens qui ont fait carrière en police judiciaire, qui sont aujourd'hui les prédateurs de la police judiciaire. Ça nous fait beaucoup de peine. Tous les grands, les Pellegrini, on va les citer, Pellegrini, Mancini, Broussard, etc., qui ne disent rien. Oui, non. Comment les légendes. Les légendes, quoi. Roger Marion est la seule exception. Et pourquoi Pourquoi Allons-y, personne ne nous écoute. La vraie question. Répondez à mes questions, justement. Parce que les résultats ne plaisent pas toujours, n'est-ce pas? On dérange beaucoup. D'accord. À partir du moment où on dit la vérité. Mon surnom, c'est Eagle Ford. Alors d'où vient ce surnom Eagle Ford? Et c'est pas de l'anglais, là. Ça, c'est Libération. Vous savez, Libération m'a toujours affublé. À l'époque où, dans la lutte antiterroriste, on arrivait à identifier les réseaux et autres, nous étions accusés du délit de carnet d'adresse. Georges Fenech, est-ce que finalement vous pensez, peut-être des échos que vous avez, vous-même, Roger Marion, que le gouvernement va faire demi-tour? Cette réforme est impossible parce qu'on va détruire un outil d'enquête d'excellence. Ça n'est pas possible, vous comprenez? Il faut savoir qu'une enquête PJ, ça peut durer 2-3 ans. C'est des surveillances, des filatures, des déplacements. Or, aujourd'hui, vous avez un texte de procédure qui dit au bout de 10 ans, il faut arrêter toutes les enquêtes. Donc, comment voulez-vous? Vous n'aurez plus d'affaires de crimes organisés devant les tribunaux. Mais ce qu'il y a de plus grave. C'est pas possible. Donc, moi, je crois que ce qui est en train de se passer au Parlement, ce qui est en train de se passer dans la haute magistrature, aujourd'hui, fait que le ministre est en train de calmer un peu les choses, y réfléchir encore davantage, avant de casser un outil qui remonte à 1907, du temps de Clémenceau. Oui, mais qui était déjà pour la délinquance itinérante. C'est la délinquance itinérante. C'était les brigades mobiles. Donc, les brigades mobiles, moi j'ai travaillé, alors, donc je le sais. Mais ce qu'il y a de plus grave dans cette réforme, et dans ce projet de réforme, aujourd'hui, c'est la démobilisation des fonctionnaires. Parce qu'à partir du moment... Parce que vous savez, bon, vous l'avez lu dans la presse, les fonctionnaires de la PJ, ils ont quand même un autre niveau que je viens de citer, au niveau du recrutement, de la connaissance de la procédure. Parce que vous savez, moi j'ai travaillé sous l'égide de la Cour de sûreté de l'État. Donc les magistrats près la Cour de sûreté de l'État, du parquet général, ils étaient excessivement pointilleux et rigoureux sur la procédure. C'est là où j'ai appris la procédure. Bien sûr. N'est-ce pas, le procès verbal de garde à vue, bon, il n'a pas été inventé comme ça, il a été inventé par les magistrats près de la Cour de sûreté de l'État. N'est-ce pas, parce que la garde à vue était de 4 voire 6 jours. On choisissait notre service, quand j'étais juge d'instruction, délivrer une commission rogatoire à monsieur le directeur. Mais aujourd'hui... Parce qu'on savait quelle était sa compétence. Directeur,
centrale du SRPJ, par exemple, de Lyon, où j'étais. Aujourd'hui, ça ne va plus être possible. Le juge va saisir le directeur de la police nationale qui fera ce qu'il voudra. On imagine que magistrats, avocats et policiers ne vont pas lâcher l'affaire et vont continuer à manifester, voire à grève, et que ça va peser aussi. Admettons que cette réforme soit imposée, parce qu'au plan politique, il faut s'attendre à tout. Admettons qu'elle soit, imposée. Mais je reviens sur la démotivation. Moi, la réforme qui a été mise en œuvre à Marseille, avec la création de la direction... de la division criminelle et de répression du banditisme. Elle a été faite à l'image de la préfecture de police de Paris, sur la base, je le répète, du rapport Leclerc. Puisque ce rapport, on a dit que c'était le rapport de la pépérisation, d'où PP, préfecture de police, de la police marseillaise. Bien, édulcoré par Robert Pandreau, on est d'accord. Puisque ça devait concerner tout le département, puis ça n'a concerné que Marseille. Mais, à l'époque, les moyens sont arrivés. La réussite de la réforme, ça a été les moyens. Bien sûr. Et ça a été quoi? Ça a été la niaque des inspecteurs et des officiers qui venaient de la sécurité publique, c'est-à-dire de la sûreté territoriale, de la sûreté urbaine à l'époque, n'est-ce pas, qui ont intégré la PJ, qui ont fait venir leurs informateurs à la PJ, n'est-ce pas? Et on a pu lutter contre la criminalité organisée. Aujourd'hui, vous aurez une démotivation des fonctionnaires de police et un manque de moyens. Parce que quand on compare les moyens de la police judiciaire encore aujourd'hui avec les moyens, disons, de la sécurité publique ou de proximité, n'est-ce pas? Donc, ces fonctionnaires eux-mêmes, ils vont considérer que c'est une réduction de leur mission, de leur notoriété, de leurs compétences. Alexandre. On va ramener leurs compétences. On est arrivé Alexandre. quasiment au terme de cette émission. On peut dire qu'on veut la peau de la police, mais la police a la peau dure, donc c'est pas encore fait. On avait une question quand même à vous poser qui sort un tout petit peu du débat, mais on est la chaîne du continuum ici, continuum de sécurité, c'est-à-dire ce lien entre la sécurité privée et la sécurité publique. Et on voulait avoir votre avis. Est-ce que vous croyez vraiment en le développement de ce continuum du privé qui peut aider le public? Je pense que c'est indispensable. C'est indispensable pourquoi? Parce qu'on vous annonce des recrutements. Bon, des recrutements, c'est bien, mais derrière le recrutement, il y a la formation. On a vu que il faut revenir à des formations spécialisées. C'est-à-dire des formations en investigation, des formations en matière économique et financière. Et puis pour la lutte contre la petite, ça c'est pour la PJ, hein, mais pour la lutte contre la petite et moyenne délinquance, pour ceux que je vis au quotidien dans une autre vie professionnelle, on se rend compte qu'aujourd'hui la police nationale ne peut pas faire face à tous les actes de délinquance, on voit très bien. Donc dans les communes où vous avez une police municipale forte, armée, avec des vacations diurnes et nocturnes, vous avez une réponse. D'autre part, vous avez le développement de la vidéoprotection ou surveillance. Vous avez dans l'espace public, avec la police nationale ou la gendarmerie qui peut réagir, et dans l'espace privé, chez les bailleurs sociaux, vous n'avez plus personne. À partir de 17h, 17h30, vous n'avez plus personne. Donc, qui c'est qui peut combler ce vide? Ce sont les polices municipales. Et le privé aussi. Et donc, et alors, on en arrive, effectivement, dans le continuum de sécurité, on en arrive à l'exemple de ce qui a été fait à Paris, avec le GPIS, le groupement professionnel inter-bailleur, de sécurité, là, inter. Voilà. Qui va s'étendre d'ailleurs dans les départements de la petite couronne. Et donc, le continuum de sécurité, je veux dire, c'est une nécessité pour l'avenir pour la sécurité de nos concitoyens dans les banlieues et même à condition d'une bonne Paris. formation. Hein.
à votre formation. Non, mais bien Comme pour évidemment. la police. Non, mais je vais te dire, le GPIS, ils sont formés. Moi, je suis sorti avec eux la nuit, donc le GPIS, ils sont formés. Ouais. Donc le continuum de sécurité, Est nécessaire, est fondamental, indispensable. indispensable. Il est nécessaire et indispensable, c'est-à-dire service de sécurité de l'État, police municipale, armée, qui travaillent jour et nuit, avec des vacations jour et nuit, et puis sécurité privée spécialisée chez les bailleurs sociaux notamment. Le mot de la fin, Georges. Le mot de la fin, nous sommes déjà rentrés en résistance parce que nous aimons cette police judiciaire. Nous pensons qu'elle est absolument indispensable pour la grande criminalité. Et Oui. donc, nous allons nous Et la consacrer criminalité spécialisée. vraiment de toute notre force, cher Roger Marion, pour sauver ce qu'est l'excellence française de la police. Merci beaucoup, Roger Marion, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. À très bientôt, Georges Fenech. Merci, Alexandre. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre Fenech Security Talk. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.